participé activement à la mise en œuvre du plan d'agriculture durable, l'Association des producteurs de fraises et framboises du Québec, en collaboration avec l'IRDA, s'est engagée à réaliser des actions visant le transfert de connaissances, l'accompagnement, la sensibilisation et la formation auprès des producteurs et productrices de fraises et framboises du Québec pour les aider à optimiser la gestion de l'eau. Au courant des 2 dernières années, un diagnostic global de l'eau a été fait sur chaque entreprise. De ce diagnostic aura découlé de nombreuses propositions visant à promouvoir la gestion optimale de l'eau à la ferme. Au fil des épisodes, les principaux résultats issus des diagnostics seront traités de manière thématique. De plus, les enjeux communs de la gestion de l'eau et les actions concrètes mises en place seront également présentés. Pour terminer notre série de capsules récapitulant les résultats marquants du projet, nous parlons d'un sujet fort intéressant concernant la gestion de l'eau à la ferme, l'irrigation de la framboise hors sol sous abri. Dans les précédentes capsules, plusieurs nous ont mentionné l'importance de maîtriser la gestion de l'irrigation pour notamment maintenir de bons rendements. En culture hors sol sous abri, cette importance prend une toute autre dimension. Avec une forte densité de plantation, des cultivars hautement productifs, un substrat tourbeux, un volume de peau limité, une fertigation souvent en continu et ça dans un système culturel sous abri qui empêche les apports d'eau par la pluie, la maîtrise de l'irrigation ressemble davantage à ce qui pourrait se faire en serre plutôt qu'en champ. Chez plusieurs entreprises, l'essor des cultures hors sol en pot sous abri est assez récent et la gestion de l'irrigation a été un nouveau mode de gestion pour plusieurs. Du design des systèmes d'irrigation en passant par l'irrigation automatisée, voyons ensemble certains points d'optimisation de la gestion de l'eau dans le contexte de la framboise hors sol sous abri, soulevés lors des diagnostics globaux de l'eau. Dans ce système culturel, le système d'irrigation doit performer de manière optimale avec une uniformité maximale. De plus, la présence d'automatisation ajoute une complexité qui n'est souvent pas présente dans des systèmes d'irrigation plus classiques que l'on retrouve normalement au champ. De manière générale, voici les principales composantes retrouvées dans un système d'irrigation utilisé dans le cadre des cultures sous abri. Une source d'approvisionnement en eau, une unité de pompage souvent électrique, un variateur de vitesse du moteur pour assurer un départ progressif du moteur de la pompe et ajuster la vitesse du moteur en fonction du débit requis selon les différentes zones du système d'irrigation, le réservoir de pression permettant de maintenir une pression constante dans le système et faciliter la gestion de l'unité de pompage, un automate de contrôle avec communication qui permet d'effectuer l'automatisation de l'irrigation, un ou des injecteurs d'engrais pour la fertigation avec une vanne de contournement, un filtre à tamis, une ou des vannes électriques reliées à l'automate de contrôle qui permet l'irrigation des différentes zones du système, le système de distribution, conduite principale et secondaire, l'égoutteur à compensateur de pression qui permet de garantir un débit stable dans les limites de la plage de pression d'utilisation, et les piquets arroseurs piquets-goutteurs qui distribuent l'eau dans les pots. Finalement, des OAD, pluviomètres, dalles de lessivage, tensiomètres et pyranomètres, en communication avec l'automate de contrôle qui assure la gestion des irrigations, en mode automatisé ou non. Les abris utilisés dans la culture hors sol permettent d'augmenter la température de l'air et de favoriser la productivité des cultivars non rustiques. De plus, en absence de précipitation, la qualité et la durée de conservation des fruits est maximisée. Néanmoins, la présence de telles structures à l'échelle du champ pose son lot de défis concernant la gestion de l'eau, mais comporte des opportunités pour renforcer la résilience des approvisionnements en eau, comme nous l'explique Daniel Pouliot de la ferme Onésime Pouliot. On a des abris depuis 2009. C'est sûr que les premiers abris qu'on a construits, on n'avait pas vraiment géré comment sortir l'eau du champ. Au fil du temps, là, on a amélioré notre technique. Soit qu'on a creusé des tranchées, qu'on a rempli avec de la pierre, soit là, plus ça va aller, mes prochaines structures, les dernières structures qu'on a fait, on a construit des structures avec une pente. Fait qu'on va être capable d'installer on va appeler ça des dalles. Puis on va être capable de sortir l'eau avant qu'elle touche le sol. Ça peut devenir un enjeu. Comme l'année passée, le 2023, c'était quand même très pluvieux. Puis disons qu'on a marché souvent les 2 pieds. On avait souvent les 2 pieds dans l'eau quand on faisait la récolte. Fait avec ça, là, une fois qu'on est capable de sortir l'eau de nos champs, qu'il y a des structures, il faut la gérer, cette eau-là, parce qu'elle se ramasse tout au même endroit. Pour l'instant, elle prend les fossés, mais un jour,
sûrement pas un jour. Dans pas grand temps, on va avoir des champs qui vont avoir des tuyaux, des canaux. Puis on va amener cette eau-là jusqu'à nos étangs. Écoute, les structures, j'ai fait avec des pentes en ce moment, c'est pas pour rien. C'est parce que je sais qu'un jour. On a vécu, là, je me rappelle plus combien d'années, 5 semaines sans eau. Là, ça fait quand même. Ça doit faire 15-20 ans, je sais plus. On avait réussi à passer à travers, mais il y a des étangs là, que j'étais capable de marcher dedans. Là. Fait que la rivière, on marchait dedans. Fait que ça, vous voyez, c'était quand même extrême. Fait que sûrement que ça va revenir. Là, surtout en ce moment, on est tout en un extrême à l'autre. Fait que c'est pour ça que en ce moment, quand on planifie une construction de parapluie, tunnel, en tout cas, peu importe le terme, là, on planifie d'être capable de canaliser l'eau et de l'amener au bon endroit. Mais je pense que je suis capable de vivre là, avec au moins 6 semaines là, sans pluie. C'est sûr que, puis là, en aménageant nos structures là, pour canaliser l'eau, dès qu'on va avoir soit un bon coup d'eau ou en tout cas peu importe, je vais être capable de remplir une partie des étangs. Les principes de base et les techniques à respecter pour une bonne gestion de l'irrigation en culture hors sol en pot s'apparentent aux cultures horticoles en serre. Pour clarifier les principes de base, nous avons rencontré l'agronome Philippe-Antoine Taillon, conseiller expert en culture légumière et fruitière en serre du MAPAC, pour la direction territoriale de la capitale nationale, de la Chaudière-Appalaches et de la Côte-Nord. Alors, dans un substrat, c'est pas comme dans un champ. Un substrat, c'est très limité. Donc, on a beaucoup de racines, puis on a peu de quantité d'eau qui est disponible à la plante. Fait que ce qu'on va faire au courant de la journée, c'est qu'on va travailler comme en 3 phases. La première phase, on va remouiller le substrat qui va s'être asséché pendant la nuit. On va avoir une deuxième phase où est-ce qu'on va faire un peu de lessivage. Le lessivage dans un substrat, c'est principalement pour éviter d'avoir une conductivité électrique qui monte trop haut si jamais les engrais ne sont pas consommés. Puis à l'inverse, si les engrais sont consommés par la plante, bien, il faut ramener de l'engrais, puis il faut ramener de l'eau. Fait que sur l'heure du midi, on va faire un lessivage pour essayer aussi de balancer les engrais qui sont consommés par la plante puis ceux qui ne sont pas consommés par la plante, pour pas que des engrais qui ne sont pas consommés s'accumulent et d'autres qui soient insuffisants. Fait que ça, c'est le rôle du lessivage. Donc, c'est la période où on a le zénith, où est-ce qu'on a la plus grande radiation lumineuse. C'est là qu'on va faire le lessivage. Puis, à la fin de la journée, on va ralentir le rythme d'irrigation pour faire un ressuyage du substrat. Donc, la première partie de la journée, on ne lessivera pas beaucoup. Deuxième partie de la journée, on va lessiver beaucoup. Troisième partie de la journée, on va ralentir le lessivage. Une belle journée, les 3 périodes vont être pleines, puis la période de lessivage va être quand même importante. Une journée où est-ce qu'on a un couvert nuageux, on va avoir une période de lessivage qui va être moins accentuée. C'est un peu ça les bases de l'irrigation dans de la production hors sol. La gestion de l'irrigation dans un contexte de culture hors sol en pot est exigeante. Il est possible de l'effectuer en observant les conditions climatiques et en démarrant des programmes d'irrigation prédéterminés par minuterie de manière arbitraire. Bien que possible, l'utilisation de la minuterie procure des résultats variables et souvent décevants. Pour assurer une efficacité optimale, l'utilisation d'OAD permet d'automatiser les irrigations et de faciliter le processus. Sur le sujet, Philippe-Antoine Taillon discute avec Jérémy Vallée d'Automatisation, d'OAD et de l'importance du lessivage dans la régie en pot. On peut automatiser, puis moi, c'est ce que je recommande. C'est beaucoup plus facile comme ça. Puis, on devrait, en fait, quand on ajoute un système d'irrigation dans une culture hors sol, automatiser dès le début. C'est pas un gros investissement. C'est déjà très dispendieux de mettre un système d'automatisation qui fait juste de la minuterie, donc d'ajouter un outil d'aide à la décision qui va rendre les irrigations automatiques. C'est pas une grosse dépense de plus. Donc, c'est un outil qui est important parce qu'on n'aura jamais une meilleure lecture de l'environnement racinaire, de l'état hydrique dans le pot qu'avec un tensiomètre. Mais c'est un outil qui n'est pas toujours fiable, malheureusement. Donc, on se fie principalement pour l'irrigation quand on est dans une culture hors sol, puis même en plein sol, en serre, c'est ce qu'on fait, on se fie au pyranomètre. Le pyranomètre, c'est un outil qui va être fixé en hauteur pour être à l'abri de l'ombre. Fait qu'on l'oriente au sud habituellement. C'est un outil qu'on met au niveau.
Puis c'est un outil qui va lire en tout temps la radiation solaire. Oui. Fait que grâce à ça, on est capable d'extrapoler puis de faire des accumulations de lumière et de décider d'irriguer en fonction d'une quantité de lumière accumulée. Ça a l'air très théorique, mais la plupart des automates font ces calculs-là tout seuls. Donc, le pyranomètre va nous aider beaucoup, puis on va être capable d'automatiser l'irrigation en fonction de la quantité de lumière. Donc, imaginons une journée comme aujourd'hui où est-ce qu'on a quand même un couvert nuageux. Bien, on va avoir moins d'irrigation qui vont être données qu'une journée de plein soleil. C'est exactement ça qu'on veut parce que la plante va transpirer principalement, pas seulement en fonction du soleil, mais dans une sous-abri, principalement en fonction de la quantité de lumière qui est reçue. Bien, en fait, l'automatisation se fait en fonction du pyranomètre, Oui. mais pour aller voir l'état hydrique du pot, on se sert du tensiomètre. Donc, le tensiomètre a son importance, mais ce n'est pas lui qui va générer la quantité d'irrigation. D'accord. Donc, on va aller voir le matin si notre tension de départ est la même que la veille, si on a asséché nos pots dans la nuit ou pas, ou dans la journée d'irrigation précédente. Donc, on va aller voir cette valeur-là, mais ce n'est pas elle qui va gérer la quantité d'eau qui est donnée. Mais devant toi, tu as une dalle de lessivage. Ça ici, là. Ça, oui, ça exactement. C'est une simple planche de plywood là, avec des briques en dessous pour donner un certain angle, avec un matériau imperméable qui est mis en dessous des pots. Ça, c'est absolument nécessaire dans toutes les exploitations OK. qui font de la production hors sol. C'est nécessaire qu'on soit sous abri ou pas sous abri, comme on est ici, Oui. parce que on va être capable de savoir exactement la quantité d'eau qui passe tout droit. Donc, quand on va avoir fini notre période de réhumectation le matin, puis on va commencer à lessiver, bien, chacun des pots va générer une certaine quantité d'eau qu'on va retrouver dans notre récipient. Puis, à la fin de la journée, à chaque jour, ce qu'on fait, c'est qu'on mesure la quantité d'eau qu'on a donnée, on mesure la quantité d'eau qu'on a lessivée, puis on va être capable de mesurer notre pourcentage de lessivage. Oui, il y a une dalle de lessivage dans chacune des zones. Puis, il y a un travailleur qui est responsable de passer à chaque matin pour mesurer la quantité d'eau donnée, la quantité d'eau lessivée. Puis, ce qu'on mesure également, c'est le pH Oui. et la conductivité électrique de l'eau qu'on donne et de l'eau qui est lessivée. Donc, si on a des conductivités électriques qui sont quand même assez faibles dans l'eau apportée, parce qu'on fertilise un peu dans l'eau, mais c'est mineur, et on met de l'engrais dans les pots. Donc, cet engrais-là se solubilise, puis les engrais, c'est des sels pour la plupart. Donc, on va mesurer une certaine quantité de ces engrais-là en conductivité électrique dans l'eau lessivée. Fait que c'est un bon indicateur à savoir est-ce que la culture consomme, est-ce que la culture ne consomme pas, les fertilisants, je parle, et est-ce qu'il est temps de fertiliser ou pas? Fait qu'on se fie beaucoup sur ces valeurs-là pour savoir si la culture est en forme aussi. C'est certain qu'on regarde la culture aussi, la croissance hebdomadaire, l'état du feuillage, la couleur. On va regarder tous ces indicateurs-là pour être sûr que la culture est en forme. Si, par exemple, hier, on a eu beaucoup de radiation solaire, une très belle journée chaude, 0 de lessivage, bien là, on a un problème. Il y a eu un pépin hier, mais si la quantité d'eau donnée, elle est conséquente avec la quantité programmée, bien là, on va faire des modifications à la programmation d'irrigation pour avoir plus de lessivage aujourd'hui, si on a une belle journée, bien entendu. C'est un peu ça comme ça qu'on va réagir. Tantôt, on parlait de l'uniformité du système d'irrigation. Ici, on prend pour acquis qu'on a un système d'irrigation qui est 95 uniforme. Donc, à chaque journée, on va vouloir avoir un petit peu de lessivage simplement pour être certain que tous les pots ont reçu assez d'eau pour atteindre la capacité au pot et pour générer un petit peu de lessivage. Donc, dans une journée grise, nuageuse, pas très belle, on va essayer d'avoir 5-10 de lessivage juste pour être certain qu'on a remouillé tous les pots de façon égale. Dans une belle journée, comme je l'expliquais tantôt, pour ramener des fertilisants, ramener de l'eau, ramener de l'oxygène, ce qu'on va faire, c'est qu'on va générer du lessivage sur l'heure du midi. Qui peut représenter environ combien sur une base quotidienne? La difficulté dans la framboise, c'est qu'on n'a pas de référence. Fait que ça fait quelques années qu'on fait des essais, puis à chaque année, on essaie de diminuer le pourcentage de lessivage dans une belle journée. Fait que les premières années, on était parti avec des références de légumes de serre. D'accord. C'est imparfait, mais c'est la seule référence qu'on avait. Fait qu'on visait 30 en beau temps. Puis quand il faisait pas beau, on visait 10 à peu près. OK. 5-10 Maintenant, cette année, on est autour de 15 de lessivage. Belle journée dans la framboise. Donc, à chaque année, on essaie de voir jusqu'où on peut se rendre. D'optimiser, finalement. Oui, exactement, parce que du lessivage, c'est des engrais perdus, c'est de l'eau perdue.
c'est de l'électricité perdue. Effectivement. Puis, c'est du travail aussi parce que l'engrais, il faut venir l'apporter dans les pots. Donc, le lessivage, on aimerait le réduire au maximum, mais il a quand même son rôle. Fait qu'il est important de le faire. Oui, en fait, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'à chaque semaine, on va essayer de mesurer la croissance hebdomadaire. OK, à chaque semaine. Oui, à chaque semaine, ça serait ça l'idéal. C'est pas toujours fait, mais on s'attend à ce qu'une belle semaine dans le mois de juin, juillet, où est-ce qu'on a une belle croissance active, on a une croissance qui est représentative de la quantité de lumière qu'on a reçue, parce que c'est de la photosynthèse qu'on fait, donc on fabrique des sucres avec la lumière. Donc, il va y avoir ça qui va être fait à chaque semaine. On va regarder aussi si la culture démarre des drageons ou pas. La framboise va démarrer beaucoup de drageons dans les pots. Fait que c'est un symptôme ou un signe que la culture est vigoureuse. Fait que c'est à peu près ça qu'on va regarder. Puis au niveau racinaire, est-ce qu'on s'assure qu'on a un bon développement aussi? Oui, tout à fait. En fait, là, on ne le voit pas parce que les pots sont noirs. Ouais. Ça serait super d'avoir des pots transparents, mais l'état racinaire ne serait pas super. Mais ça serait ça l'idéal parce que, idéalement, à chaque semaine, bien, on va dépoter des plants. Carrément. Oui, ce serait ça l'idéal. C'est pas toujours fait. Fait que moi, je leur recommande au moins ou 2 semaines. On va dépoter des plants, puis on va regarder l'état racinaire. Donc, est-ce qu'on a des racines brunes? Est-ce que les pointes des racines sont blanches ou brunes? Est-ce qu'on a des nouvelles racines? Est-ce qu'on a des pertes racinaires? Puis souvent, on va être capable de référer ça à, par exemple, une mauvaise croissance, un pH qui bouge beaucoup, une conductivité électrique qui bouge énormément ou pas de consommation en eau. Ça arrive des fois qu'on a des pertes racinaires, puis là, qu'on voit qu'on n'a pas de consommation en eau. Souvent, on va se dire « Ah, qu'est-ce qui s'est passé? » Puis on ne le voit pas, donc c'est important de regarder des racines. Ça équivaut à prendre une pelle puis regarder les racines dans un champ. Malgré les nombreux bénéfices que peuvent apporter les OAD dans la culture sous abri, il reste néanmoins que l'aspect économique peut devenir un enjeu pour l'adoption des OAD. Jean-Julien Plante de la ferme Jean-Pierre Plante nous explique sa vision. On peut s'améliorer puis en étant aidé parce que oui, ça coûte cher. Là. Quand on va là-dedans, ça coûte cher. Là. Que tu sois petit ou gros, c'est un peu. C'est un frein. C'est un frein parce que c'est quelque chose qui dure pas longtemps non plus. C'est comme c'est un peu comme un ordinateur, faut que tu le changes tout le temps. Là. Mais là-dedans, il faut faut que tu te débloques de l'argent pour ce secteur-là. Il faut que tu te dises que c'est pas acheté, bon, c'est fini. Là. Sinon, c'est juste des avantages. Là. Quand tu as commencé à travailler avec ça, là, tu te rends compte de tous les bienfaits de ça. Là. Le diagnostic global de l'eau effectué sur les entreprises en framboises en pot sous abri a permis de mettre en lumière l'importance de l'utilisation des OAD et d'un bon système d'irrigation pour assurer un lessivage suffisant de manière quotidienne et surtout en période de pointe. Jean-Julien Plante de la ferme Jean-Pierre Plante nous explique l'ajout du pyrannomètre à son système d'automatisation, tandis que Daniel Pouliot de la ferme Onésime Pouliot discute de l'évolution de son système. Mais le pyrannomètre, en tout cas, ce que j'ai vu, c'est sûr que c'est rien que ma deuxième année, mais à date, c'est 100%, ça marche tout le temps, ça va super bien. Puis ben, c'était ça, c'était plus pour du long terme, là, dans le fond, puis de la précision, là, marcher avec la lumière plus que juste se fier au tensiomètre. Là. Ça, tantôt, tu me parlais de s'il y a de quoi qui stresse. Là. Moi, juste me fier à un tensiomètre pour toutes mes cultures ici, même s'il y en a plusieurs, je trouve que ben, c'est ça. Souvent, on avait des problèmes, c'est une réalité, c'est ça. C'est automatisé, dans le fond. Là. Ici, on travaille avec Gaspard, là, le système Gaspard. Puis, ben, c'est ça, le pyrannomètre, lui, calcule les joules de lumière, puis ben, l'irrigation est gérée en fonction de ça. Mais les tensiomètres, on les utilise encore pour se baquer, là, quand même. Il y en a dans toutes les sections pépinières des tensiomètres, il y en a dans toutes les cultures, là, parce que j'ai de la mûre aussi, je n'ai pas parlé tantôt. Mais c'est ça, avec le pyrannomètre, on a plus de stabilité, là, puis on voit que ben, l'irrigation fonctionne très bien avec ça. Là. Pour irriguer nos plants de framboises ou de fraises hors sol, on utilise... avant, on y allait avec un genre de, on va dire, minuterie. Puis on avait des talles de lessivage, puis on allait voir si on avait irrigué trop, pas assez. Puis en fonction du soleil, si c'était nuageux ou non, full soleil, bon, en tout cas, c'était... Maintenant, on a remplacé ça par des pyrannomètres, fait que tout est automatisé. Tous nos champs qui est hors sol, c'est un pyrannomètre qui décide quand est-ce que l'irrigation se fait.
C'est sûr que le pyrannomètre, ben, nous on utilise Gaspard pour faire l'irrigation. C'est sûr qu'il faut lui donner le nombre de joules, après combien de joules il doit partir une irrigation. Ça, ce chiffre-là, bon, ben, c'est sûr que ça n'arrive pas dans le Gaspard, c'est nous autres qu'il faut qu'il donne. Fait une fois que ça c'est trouvé, par contre, là, vraiment, l'irrigation est vraiment parfaite et bien donnée au bon moment, même que c'est mieux que nous quand on le faisait à la main. Beaucoup mieux. En hors-sol, parce que ce qu'il faut dire, c'est que quand on fait l'irrigation hors-sol, la période de 10h à 2h, c'est la période la plus critique où il fait le plus chaud. Puis on avait de la misère à atteindre notre bon nombre d'irrigations pendant cette période-là. Fait qu'il a fallu augmenter notre nombre de pompes ou plutôt surdimensionner un petit peu la grosseur des pompes et des équipements, des injecteurs, des filtreurs, ainsi de suite. Puis ça nous a permis de pas mal régler ce problème. Il y a encore des petits problèmes à régler, mais majoritairement, les problèmes sont réglés. Comme Daniel Pouliot vient de le mentionner, il est très important d'effectuer la majorité du lessivage lors de la période où la consommation en eau de la culture est maximale. En fait, on pourrait, comme tu le disais, là, prendre 2 journées similaires, puis avoir comme résultat de lessivage après chacune des journées un 30 de lessivage. Ouais. Dans la première journée, on pourrait réaliser tout le lessivage en après-midi, puis la valeur qu'on mesurait, c'est 30 quand même. C'est ça, exactement. Ouais. Idéalement, il faut essayer de faire le lessivage sur l'heure du midi. Je l'ai expliqué tantôt, on veut remettre des fertilisants qui sont consommés par la plante, on veut lessiver les fertilisants ou les éléments indésirables qui ne sont pas consommés par la plante. On veut réapprovisionner en eau et en air également. Donc, le lessivage sur l'heure du midi devrait représenter à peu près la moitié de l'eau qu'on donne. Donc, si on va avoir sur une base journalière, par exemple, un 20-30 oui. bien, sur l'heure du midi, il faut avoir plus de lessivage pour les cycles qui sont pendant le zénith. Fait que souvent, on va aller voir ces cycles-là. Par exemple, on va venir voir la quantité de lessivage à 11h midi, puis on va retourner voir juste après le dîner pour voir la quantité d'eau qui s'est donnée pendant cette période-là et le lessivage qui s'est fait pendant ce temps-là, puis on va atteindre souvent des 40-50 de lessivage. En faisant une régie d'irrigation avec un lessivage qui se fait sur l'heure du midi, on va avoir une plante qui est en santé, on va avoir une quantité de fertilisant qui va être correcte dans le pot. On n'aura pas d'augmentation ou de diminution de conductivité électrique. C'est souvent ça le danger qui va arriver. Donc, un lessivage qui se fait mal va mener à souvent des augmentations de conductivité électrique. Puis là, on va relessiver encore plus pour essayer de corriger ça, alors que c'est pas ça qu'il y a à faire. C'est juste la distribution des irrigations qui s'est mal faite dans la journée. Également observé lors des diagnostics, un début de colmatage des émetteurs compensateurs de pression a été mesuré. Nous avons alors posé des questions à Philippe-Antoine Taillon pour comprendre les causes et comment remédier à ces problématiques. Oui, bien ça, c'est la difficulté en régie bio. En régie conventionnelle, c'est plus facile à gérer parce que, idéalement, le système d'irrigation, là, on a vu tantôt, on a un filtreur, on a des équipements pour prévenir qu'il y ait des solides dans l'eau qui s'accumulent dans ces petits chemins-là, dans ces petits labyrinthes-là, qui sont très petits. Là. Mais on ne réussit pas tout le temps. Il va y avoir aussi des bactéries qui vont se développer. Donc, ça va boucher. Dans un système en régie conventionnelle, on est capable à chaque fin de saison de nettoyer les lignes avec des nettoyants commerciaux quand même assez durs. Ici, on est quand même limité. Fait que ce qu'on essaie de faire à chaque fin de saison, c'est d'envoyer de l'acide citrique, qui est un acide très faible. On essaie de l'envoyer dans les lignes pour essayer d'enlever toutes les impuretés, ce qui a pu se déposer dans les lignes pour nettoyer. Mais on n'est pas capable de faire mieux. Fait que dans un système bio, moi, j'ai l'impression que le système d'irrigation, le système de distribution va avoir une durée de vie utile beaucoup plus courte que dans un système conventionnel. Mais pour avoir une bonne uniformité, là, il n'y a pas de secret. Là. Nettoyage à chaque fin de la saison. Et quand on redémarre l'année d'après, on fait des tests d'uniformité. Donc, on prend des récipients, on s'assure que l'uniformité est là partout. Comme nous l'a mentionné Jean-Julien Plante, l'amélioration de la gestion de l'eau est une étape clé dans l'atteinte de bons rendements dans la culture hors sol. Les rendements sont grandement améliorés là, depuis le temps. Si on regarde les quantités de kilos à l'hectare qu'on fait versus c'est sûr qu'il y a des nouvelles variétés aussi, là, mais même à ça, là, on a vraiment amélioré nos façons de gérer l'eau. Une opinion qui est d'ailleurs partagée par Daniel Pouliot. Pour y parvenir, il nous a également partagé quelques conseils précieux pour quelqu'un qui débuterait dans la culture hors sol. Bien, il faut
De un, il ne faut pas penser que la régie se fait comme le plein champ. Vraiment pas. S'ils s'en vont avec cette idée-là, c'est sûr qu'ils vont se planter. Mais il existe vraiment plusieurs spécialistes là, à ce temps au Québec. Là. Surtout, je parlerais plus avec des spécialistes en production en serre, parce qu'on se rapproche plus de la production en serre que la production plein champ, vous avouez. Le thinking derrière, c'est vraiment plus comme la serre. Fait que de parler des conseillers, il y en a partout au Québec. Puis, bon, c'est ça, au début, il y a du essai erreur. Écoutez, dans les plants de framboises, quand on avait du 1 kg par canne avant, on se tapait des mains. Maintenant, on est rendu à du 1,4, 1,6, dépendant des variétés. Puis, on travaille encore avec les mêmes variétés que là, 8-10 ans, puis on a réussi à prendre cette variété-là et la faire grimper. Fait qu'il y a du essai-erreur, mais je pense qu'avec les conseillers qu'on a au Québec, on est capable de déjà partir à une bonne marche. Bien que l'optimisation de la gestion de l'irrigation en culture hors sol se soit considérablement améliorée, il reste encore à ce jour des gains à réaliser. Philippe-Antoine Taillon nous parle un peu de l'avenir en parlant d'une nouvelle génération d'OAD et de recirculation de l'eau de lessivage. Bien, j'en vois deux principalement. Là. Le premier, ça serait d'être capable de fertiliser puis d'irriguer la plante en fonction de son besoin. Fait que là, on prend des outils, il y a un tensiomètre, on a un pyronomètre, on a des outils comme ça, mais il y a des outils encore plus performants qui vont mesurer les taux de transpiration. Sur la tige, il y a plusieurs capteurs là, qui s'en viennent, qui sont en développement pour irriguer parfaitement. Ça serait merveilleux. Et également, on l'a dit tantôt, on lessive dans des systèmes comme ça. Fait que l'idéal dans des systèmes comme ça serait d'avoir des systèmes de recirculation. Donc, de capter le lessivage, d'être capable de le traiter, parce que souvent, il peut y avoir des maladies là-dedans. Fait que d'être capable de le traiter, puis d'être capable de réutiliser les engrais, parce qu'il y a des engrais dans ce qu'on lessive, des engrais qui sont bons encore pour la plante. Fait que de pouvoir réutiliser ça, il y a des producteurs en serre qui le font. C'est des systèmes qui sont très coûteux puis qui sont adaptés pour des très grandes superficies. Fait que c'est pas encore accessible pour tous les producteurs, mais idéalement, dans un monde meilleur, toutes les entreprises seraient équipées de ces systèmes-là.